Alors, bonjour Mélissa, merci Allô! d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment honorée. Fait que merci d'être là dans le cadre de la formation soins énergétiques, énergie consciente, soins éveil. Je suis vraiment honorée de pouvoir t'ouvrir cet espace-là, d'échanger sur les liens entre l'alimentation, l'énergie, les émotions. Puis je voulais partager ça avec toi parce que pour moi, tu es une femme de cœur, tu es bienveillante, tu es lumineuse, tu incarnes la connexion avec le corps, l'âme, puis l'énergie. Puis de métier, mais tu es naturopathe et experte en alimentation émotionnelle et tu accompagnes les personnes avec douceur, authenticité sur le chemin de la reconnexion à soi, à eux. Et tu offres aussi des retraites de bien-être, des cercles de femmes qui sont vraiment géniales parce que je n'ai déjà fait des cours de yoga, de la danse extatique. Fait que c'est tout plein d'espaces sacrés où est-ce qu'on peut se déposer, guérir, puis renaître avec toi. Fait que tu as une capacité vraiment dans ton expertise professionnelle. Ce que je trouve beau, c'est cet espace-là que tu as de ton cœur d'enfant. Tu es toujours rayonnant dans le sourire, tu laisses place à cette créativité-là. Puis c'est vraiment unique puis inspirant. Alors, j'aimerais que tu puisses me parler de qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser en alimentation émotionnelle. Bien, merci pour la présentation. Puis je pense que je vais partir je vais y aller avec ça pour commencer. Tu vois que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai pas toujours été vibrante, puis pleine d'énergie. Puis j'ai surtout pas toujours été en mesure de pouvoir me sentir à l'aise d'aller vers l'avant, d'aller vers les autres, de m'exprimer à voix haute. Parce que j'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas bien dans mon corps. Puis c'est ce qui a fait en sorte que mon chemin professionnel aussi m'amène aujourd'hui à aider les femmes à reconnecter avec leur corps, à reprendre contact avec l'espace du cœur aussi pour faire des choix qui sont plus alignés avec nos valeurs également. Puis, c'est ça, donc le parcours personnel m'a amené dans le parcours professionnel à travailler plus au niveau de la prévention des troubles de comportement alimentaire. Plus spécifiquement, plus au niveau de l'hyperphagie boulimique, là, j'aime beaucoup travailler avec les femmes qui ont des compulsions alimentaires à ce qu'on puisse comprendre c'est quoi la cause profonde derrière tout ça, puis nous amener à faire des choix, puis à faire des prises de conscience, surtout qui nous amènent à revenir à la base, revenir à l'essentiel, puis surtout reconnecter avec son corps, parce qu'au final, on n'a pas besoin d'être en bataille avec le corps, mais on a besoin de faire équipe, puis d'être en mesure de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière les comportements, parce que généralement, c'est des émotions qui vont avoir envie d'être vécues, mais qui vont être un peu anesthésiées avec la nourriture. On va les geler les émotions au lieu de les vivre vraiment. Puis quand on comprend tout ça, quand on comprend les mécanismes en arrière de ça, ben, c'est plus facile d'apaiser les compulsions puis de revenir avec plus de sérénité, plus de régularité émotionnelle aussi, puis une meilleure connexion avec le corps parce que c'est ça, quand on se déconnecte du corps, c'est plus difficile de se sentir bien. Et que dans le passé, il y a eu beaucoup de vide intérieur euh, qui était comblé ou que j'essayais de remplir avec la nourriture ou avec d'autres éléments pour pouvoir me sentir bien, pour sentir cette plénitude-là. Puis maintenant, je comprends au fil des années, au fil des expériences, est-ce que c'est pas la bonne étape, la bonne manière de pouvoir arriver à se sentir bien, à avoir une sensation de bien-être intérieur. Puis c'est ce que je partage, que ça soit dans les retraites, les ateliers, même dans les cours de yoga, parce que finalement, quand on gère mieux le stress, on est en mesure de mieux connecter avec les émotions aussi, puis ça vient tout ensemble, tout ça. Mm -mm. C'est de la joie. L'alimentation aussi, c'est le système digestif, ben, c'est le premier consommateur au tout d'énergie par rapport à notre corps. Et tu peux-tu nous expliquer, mettons, son fonctionnement, l'impact direct au niveau de notre énergie quotidienne aussi? Puis comment c'est important, comme tu dis, de prendre soin de soi au travers tout ça, là, pour notre bien. Ouais, ben en fait, le système digestif est vraiment un bel indicateur à savoir si notre énergie est bien, si l'énergie qui vient des aliments est bien utilisée par le corps aussi, là. Puis en fait, je vais aller encore un petit peu plus loin. Si on mange dans un état
émotionnel qui est un petit peu plus difficile, ou si on mange stressé, par exemple. Si on mange dans un état de stress, c'est sûr que le corps ne va pas avoir toutes les clés pour être en mesure d'avoir une belle digestion en soi. Fait que si on est fatigué après avoir mangé, c'est signe que notre digestion n'est pas optimale. C'est signe qu'on ne va pas aller chercher nécessairement toute l'énergie des aliments pour nous la synthétiser à l'intérieur de soi puis nous la redonner finalement. Parce que les calories, c'est de l'énergie. Souvent, on a peur des calories, mais des calories, c'est de l'énergie. Dans les glucides, dans les lipides, les protéines, il y a un certain nombre de grammes de calories à l'intérieur de tous ces nutriments-là qui nous donnent de l'énergie. Les glucides vont nous donner de l'énergie rapide versus les protéines, les lipides, de l'énergie un petit peu plus sur du long terme. Et quand on va manger un aliment quelconque qui va contenir des nutriments, mais on a besoin d'être dans un état psychologique calme, dans un état qu'on appelle dans le système nerveux, là, on parle plus du système nerveux parasympathique. C'est dans cet état-là, dans cette branche-là du système nerveux qu'on va vraiment être en mesure d'avoir une digestion qui va être optimale. Soit que si, par exemple, pour faire ça super concret, là, si je pense à manger une pomme, bien là, dans ma bouche, déjà la pensée va m'amener à avoir une réaction chimique dans ma bouche, soit la sécrétion de la salive qui contient de l'amylase, qui va commencer. L'amylase, là, c'est l'enzyme digestive qui va digérer les glucides qui sont présents dans la pomme. Fait que déjà, il y a un premier contact avec l'aliment dans la bouche. Quand on va avoir la mastication, ben, plus la mécanique des dents va faire en sorte que notre molécule de glucides va se dégrader encore un petit peu plus. Puis ensuite, ça va aller dans notre estomac qui va être un pH optimal pour pouvoir digérer cet aliment-là. Puis quand on est rendu dans l'intestin, ben, l'intestin va être capable de bien reconnaître cette petite molécule-là qui va être rendue très, très dégradée, puis qui va être en mesure d'être absorbée par le corps, utilisée, puis ce qui n'a pas besoin, ben, ça va être éliminé. Fait que ça, c'est comme l'espèce de chemin parfait de digestion. Je pense à une pomme, je sécrète de ce que j'ai besoin dans tout mon corps, puis c'est bien digéré. Dans une autre situation, si je mange ma pomme dans le trafic, stressée ou en train de vivre quelque chose qui est plus stressant, en train de me chicaner ou juste vraiment pas en conscience, puis que j'ai pas nécessairement géré mon stress dans la journée, puis j'arrive le soir, puis je mange ma pomme, ou je peux manger ma pomme parce que je suis frustrée aussi. Parce que des fois, la frustration, on peut ressentir de la frustration, de la colère, puis des fois, on a envie de quelque chose qui est croquant. Fait que, généralement, c'est plus des chips que des pommes qu'on va avoir envie d'aller manger parce que notre mâchoire va avoir besoin de sécréter, pas sécréter, mais de croquer dans quelque chose. Là. Il y a comme de la colère qui est prise là. Fait que si je mange ma pomme dans un état de stress, bien là, mon système nerveux est dans un état qu'on appelle sympathique. C'est l'état où je vais être vraiment stressée. C'est là où il va y avoir une sensation d'urgence, fait que le corps va sécréter les hormones de stress, puis il ne va pas mettre d'énergie sur la digestion. Parce qu'il va se dire, OK, attends un peu, là, j'ai autre chose à gérer que sa petite pomme. Là. Elle, je vais la gérer plus tard. Fait que dans notre pensée, en fait, on pense même pas manger une pomme. Souvent, dans ce temps-là, c'est qu'on va penser à ce qui nous stresse. Fait que la pomme arrive dans notre bouche. Il n'y a pas de salive dans notre bouche, il n'y a pas d'amylase pour commencer la première étape de digestion. On va la manger super rapidement en parlant, en chicanant, en faisant d'autres choses. Fait que nos molécules de glucides vont être vraiment gros, rendus dans l'estomac. L'estomac ne sera pas au pH optimal pour digérer la pomme. Souvent, ce que l'estomac va faire, c'est augmenter un petit peu son pH entre les repas pour protéger la muqueuse gastrique. Puis, rendu dans l'intestin, bien là, il va y avoir des grosses molécules de glucides qui vont être là. Puis, le corps ne saura pas quoi faire avec parce qu'il ne reconnaît pas quand c'est gros comme ça. Il va le reconnaître quand c'est dégradé. Fait qu'il va avoir de la fermentation, des ballonnements, des gaz, sensation de mal-être aussi au niveau du ventre. Là, on peut se sentir comme plein mais vide en même temps parce qu'on n'est pas nourri de notre pomme. C'est comme si la pomme ne va pas avoir eu son effet dans le corps. Notre cerveau ne va pas aller chercher l'énergie de la pomme. Ça va être juste mis de côté jusqu'à ce que le système nerveux revienne dans un état parasympathique puis là, que le corps soit capable de mieux gérer tout ça. Mais quand c'est rentré dans l'intestin, c'est un petit peu tard pour pouvoir refaire, pour que le corps puisse être en mesure d'aller chercher l'énergie qui vient de la pomme finalement. Fait que tout ça pour dire que le système digestif va marcher de manière optimale si on est dans un état psychologique zen, si on est dans un état psychologique de relaxation, où on est en mesure de pouvoir bien transformer les calories en énergie. Puis, au départ,
on se souvient que l'idée, tout le système digestif est activé par une pensée, est activé par je vais manger une pomme. Puis si dans ma tête, je me dis que manger une pomme, c'est bien, mon système parasympathique va s'activer. Et si je me dis manger une pomme, c'est mal, c'est pas bon pour moi, je vais prendre du poids, je vais mourir, ou je suis peut-être allergique, ou tu sais, si je mets un stress associé à la pomme ou à peu importe quel aliment, donc d'où l'importance de travailler sur la relation avec l'aliment, bien là, je vais être dans un état sympathique pour la manger, puis je vais pas aller chercher l'énergie qui vient de cet aliment-là. Fait que si après un repas, on a une sensation de lourdeur, de fatigue, bien, c'est signe que notre système digestif n'a pas fonctionné de manière optimale. Fait que là, c'est de voir, est-ce que mon repas était trop lourd en soi? Est-ce que j'avais beaucoup, beaucoup de glucides, beaucoup de lipides, puis de protéines, puis pas nécessairement beaucoup de glucides? Fait que des fois, ça peut être un rééquilibrage au niveau de l'assiette en soi. Puis la deuxième chose à voir, c'est dans quel état j'étais quand j'ai mangé cet aliment-là. Est-ce que j'étais dans un état de stress ou de calme? C'était quoi mon environnement? Puis là, ça me permet de mieux voir aussi ce qu'il y en est. Il y a un autre élément aussi qui peut nous permettre de mieux comprendre pourquoi on pourrait être fatigué après le repas, ça pourrait être un métabolisme de base qui est lent, soit que le corps, le système digestif, là, j'aime ça le voir comme un feu sacré. C'est comme un feu à l'intérieur de ça qu'on a besoin de garder allumé toute la journée. Fait que si on lui donne des petites bûches à toutes les 2 à 3 heures en prenant un repas, en prenant une petite collation entre les repas, bien, on vient vraiment maintenir la chaleur corporelle, puis le métabolisme de base, c'est un des signes. Si nos mains, nos pieds restent chauds toute la journée, bien, c'est signe que notre métabolisme de base est bien actif. Les mains, les pieds froids, ça veut dire que le métabolisme de base serait plus lent, soit que le corps ne va pas fonctionner à son plein potentiel. Fait que si on veut maintenir un feu sacré, un système digestif bien actif, bien, ça prend des repas qui sont équilibrés, entrecoupés de collations tout au cours de la journée pour garder vraiment l'activation de cette chaleur interne-là, de ce feu sacré-là. Puis à ce moment-là, on va aller chercher vraiment l'énergie qui vient des aliments en les consommant dans un état qui est optimal pour avoir une bonne digestion. Est-ce que ça répond un peu? C'est une longue réponse. Mais j'ai trouvé super intéressant, tu sais, tout ça. On sait qu'il y a des choses, tu sais, que quand on n'est pas conscient, il y a beaucoup de choses qui se font inconsciemment. Ouais. On s'en rend même pas compte parce qu'on mange souvent, puis on est en train, comme tu parlais, de faire déjà quelque chose ou de lire en même temps qu'on mange, mais on n'est pas nécessairement à l'écoute de notre corps à ce moment-là, parce que même, comme tu dis, quand on prend une grosse assiette puis qu'on mange, mais on mange jusqu'à la fin, mais des fois, notre corps, il a même plus faim, tu sais, puis on n'est pas à l'écoute. Donc, il faut se poser des questions toujours de Mhm. savoir ben, pourquoi je mange. Est-ce que j'ai vraiment faim? Je pense, tu sais, est-ce que tu pourras me dire si c'est la bonne façon? Est-ce que pour toi, c'est d'aller poser à ton corps, ben, OK, j'ai-tu vraiment faim quand il y a quelque chose qui remonte par rapport à ça? D'aller voir, je suis en train de vivre quelque chose? Est-ce que j'ai, tu sais, à l'intérieur, c'est vraiment réel cette faim-là ou c'est pour nourrir une émotion, quelque chose qui est ressorti? Comme on disait, là, parce que moi, c'est comme j'expliquais ou que je te parlais, tu sais, quand que je le vis, l'ego vit quelque chose où on vit souvent, c'est par rapport à des blessures qu'on a vécues, qu'on a juste mis notre petite émotion dans notre boîte, puis que là, quand on est pour revivre quelque chose qui remonte, puis inconsciemment, ben là, on a un petit pompier qui va venir essayer de l'éteindre dans les diversions, justement pour faire diversion dans les réseaux, dans l'alimentation, mais dans plusieurs choses, mais on le voit par rapport à ça, fait que c'est important d'être capable de s'arrêter. Mhm. Mais c'est la première étape, ralentir pour comprendre ce qu'on est en train de vivre. La première étape, c'est de ralentir puis être en mesure de reconnecter avec les émotions, avec les ressentis, mais c'est ça qui est difficile parce que justement, si on a eu plein d'émotions que j'appelle enfouies, là, quand on mange souvent pour geler les émotions, ben, on finit par emmagasiner toutes ces émotions-là à l'intérieur de soi, puis à un certain moment, avoir l'impression d'être un peu une boule émotionnelle, là, d'être super fragile au niveau des émotions, puis d'avoir des moments où les émotions nous traversent, puis on ne sait pas trop pourquoi. Fait que c'est toute cette accumulation-là. Puis des fois, j'aime ça le comparer aussi à la carte de crédit, là. Si notre carte de crédit est pleine, mais on a besoin de la vider de temps en temps. Fait que si notre dette émotionnelle est pleine, on a besoin par moment de prendre des pauses, de reconnecter avec la nature, d'aller dans le mouvement pour pouvoir libérer ces émotions-là, sans nécessairement avoir besoin de tout comprendre d'où ça vient, puis
qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance, puis tout ça, se ramener dans l'instant présent, dans le corps, de voir c'est quoi les ressentis, puis de faire confiance qu'on est capable de traverser les tempêtes émotionnelles qui viennent à l'intérieur de soi, souvent quand on prend des pauses. Fait que le moins, plus qu'on prend des pauses, plus qu'on sent de tempête émotionnelle, moins on veut en prendre, mais plus qu'on en prend, moins on en a. C'est ça qui fait en sorte qu'on a besoin d'apprivoiser tranquillement à son rythme, puis avec ses méthodes à soi. Si on a beaucoup, beaucoup d'accumulation, une grosse dette émotionnelle, ben, puis qu'on se fait dire, fais de la méditation non guidée, mets-toi avec un beau petit mudra, les jambes croisées, puis essaie de méditer. Ça se peut que ça soit trop intense, ça se peut que la tempête émotionnelle, ça soit comme un tsunami là, qui arrive dans ta tête, puis dans le corps aussi, parce qu'on peut avoir une grosse boule au niveau de la gorge, au niveau du plexus solaire, ça peut amener full anxiété. Puis c'est que si on y va avec cette méthode-là, puis qu'on a trop d'émotions en même temps, ben on va dire, je suis pas capable, je veux plus faire ça, fait qu'on continue de geler les émotions, puis on continue de les emmagasiner, puis on augmente à ce moment-là notre sensation de mal-être aussi. Versus si on prend le temps de se déposer dans quelque chose qui fait du sens pour nous. Ça peut être le mouvement, la danse par exemple, intuitive ou extatique, ou juste de mettre une playlist puis danser. Là. Ça peut être aussi simple que ça, des chansons qu'on aime, mais ça permet aux émotions de circuler dans notre corps. Oui. Émotion, ça vient de emotion, là, de l'énergie en mouvement. Fait que si on bloque cette énergie-là, ben on vient vraiment bloquer les messages aussi que les émotions nous amènent. Parce que si on est triste parce qu'on a peur de perdre quelque chose, si on est en colère, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange, il y a une sensation d'injustice qui est là, puis on a besoin de régler ça pour pouvoir plus vivre cette émotion-là, mais on va revivre toutes les émotions à tous les jours de toute notre vie. On a besoin de reprendre contact avec les messages que les émotions nous livrent, puis augmenter notre sagesse émotionnelle. Puis c'est là qu'on finit par goûter à OK, je reprends le pouvoir sur ces messages-là, puis je reprends le pouvoir sur ma vie parce que les émotions sont là pour nous aider à prendre notre chemin à nous, à rester en contact avec le pourquoi on est venu ici aussi. Là. Et c'est ce qui reste beau dans tout ça. C'est ce qui fait peur à la fois quand on prend des pauses puis qu'on voit que oups, ça fait beaucoup d'émotions à gérer, je suis pas bien là-dedans, fait que j'ai envie de regeler un petit peu tout ça. Mais plus que ça va, plus qu'on fait des petits pas vers des choses qui sont un peu différentes, qu'on apprivoise, on apprend, on expérimente sans juger comment on file avec tout ça. Mais éventuellement, ça finit par faire son petit bout de chemin, puis on finit par se sentir beaucoup plus libéré émotionnellement, mentalement, puis dans notre corps physique aussi. Là. Puis personnellement, j'ai envie de te partager, dans les premières fois que je faisais du yoga, là, je pleurais, mais pleurais ma vie. Dans le sens que c'était les premières fois de ma vie où j'arrêtais. Je me déposais dans mon corps avec des gens qui respiraient. Puis là, c'est comme si mon corps se permettait à ce moment-là de libérer, de relâcher, de vraiment laisser sortir. Puis là, je pleurais, puis je savais pas pourquoi. Puis à ce moment-là, je comprenais pas tout ça. Puis j'en ai parlé, puis j'ai compris finalement que j'avais pas besoin de tout comprendre. J'ai compris que j'avais juste besoin de pleurer, pour laisser aller des choses que je gardais en moi depuis super longtemps. Puis avant, j'utilisais la nourriture quand c'était trop envahissant, justement, quand il y avait vraiment trop d'émotions qui m'habitaient, puis j'avais besoin de geler ça, que ça soit du stress, des fois de la fatigue me faisait manger, des fois c'était de la colère, des fois c'était de l'incompréhension, des fois c'était la peur de ne pas bien faire les choses. Il y avait plein de choses qui m'amenaient à utiliser la nourriture pour manger. Puis là, maintenant, je comprends que c'est juste un plaster qu'on ajoute par-dessus une blessure, mais on a besoin de la laisser respirer, la blessure, pour qu'elle guérisse. On a besoin de donner de l'espace pour qu'elle puisse nous, nous, nous donner le pourquoi elle est là aussi, tu sais, nous expliquer un petit peu, mais puis en même temps, je viens de nommer ça, puis ça vient de repopper, soit qu'on n'a pas besoin de tout comprendre, d'où ils viennent, toutes ces blessures-là. On a besoin... Mentaliser. Ouais, si on mentalise trop, à un moment donné, on vient qu'à se perdre, versus si on reprend contact avec le souffle, avec la respiration, puis le yoga, pour moi, les postures de yoga, c'est des excuses pour respirer, finalement. C'est une façon de respirer à travers le mouvement qui nous amène à... Parce que le souffle, la respiration, c'est un des éléments le plus simple, accessible, qui coûte rien, qui nous permet de revenir dans un état parasympathique, puis qui nous permet de libérer tellement d'émotions qui sont présentes. Fait que c'est sûr que c'est la première chose que je recommande souvent.
Mais ça, encore là, ça dépend de où on en est dans tout le processus. Ça dépend de notre niveau de dette émotionnelle aussi. Oui, puis c'est intéressant, comme tu disais, le emotion, de mettre en mouvement cette énergie-là, parce que je le vois beaucoup en soins énergétiques, comment que ça crée des cristallisations dans le corps, ou des nœuds qu'on va voir, ou même des choses qui sont pas justement exprimées, qui sont juste refoulées. Puis au niveau de notre tête, comment qu'il y a beaucoup d'énergie qui est là justement quand on mentalise, nos énergies se dispersent beaucoup dans le jour avec notre mental. Fait que c'est une belle façon, comme tu parlais, de la respiration, d'être capable de revenir à soi, de remettre cette énergie-là à l'intérieur, puis de se redéposer. Mais c'est pas toujours évident de le mettre dans notre quotidien quand ça va. Non, puis en même temps, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. À chaque fois qu'on se sent éparpillé ou qu'on sent que justement on a trop de choses dans notre tête, qu'on a un brouillard mental, qu'on a un manque de clarté, c'est signe qu'on a besoin de se déposer. Puis au lieu de se dire ah voyons comment ça donc je perds mes idées, puis j'ai plus de mémoire, puis je suis éparpillée, je fais trop d'affaires. Ben, au lieu de se juger, puis on peut se dire ah merci mon corps de me donner ces symptômes-là qui me permettent de prendre conscience que j'ai besoin de me ramener à mon souffle, j'ai besoin de ralentir, j'ai besoin de diminuer la cadence. Fait que ça devient des aidants versus des... C'est comme si, quand on change notre perception de tout ça, cette espèce d'impression de ne pas être correct, si on est fatigué, de ne pas être correct, si on a du brouillard mental, ben là, ça nous ramène à hey, merci, merci mon corps de me donner ces signaux-là, ces symptômes-là, parce que ça me ramène à me déposer puis à reprendre contact avec ce qui me fait du bien pour pouvoir me recentrer, ramener de la clarté, ramener vraiment une impression d'être sur ma voie. Puis c'est là qu'on augmente la créativité aussi, c'est là qu'on augmente notre joie de vivre, c'est là qu'on est vraiment dans on augmente notre fréquence vibratoire aussi, puis là, on vient attirer des belles choses. Fait que, tout est, tout revient finalement à la aligner. Simplement, tout se réaligne. Oui, oui, exactement. C'est ça, de garder nos énergies dans des vibrations qui sont plus hautes pour pouvoir attirer. Puis sinon, c'est comme des spirales, ascendant ou descendant, qui fait qu'on est attiré dans d'autres choses. Puis c'est de la répétition. Hein. Des fois, ça paraît difficile, mais à force de le répéter, on finit par, avec de la constance, que ça devienne naturel et intégré. Parce que ce qu'on observe beaucoup, c'est qu'on lâche des fois avant le temps parce qu'on est encore dans le faire, mais plus qu'on le fait, à un moment donné, il y a quelque chose que ça devient un automatisme parce que dans le cerveau, quand ça devient inconscient, ça prend moins d'énergie que quand c'est conscient. Donc, il faut le faire assez souvent pour que ça devienne inconscient, que ça devienne automatique et donc ça devienne dans encore la conscience. Fait que notre discours intérieur, il y a quand même un impact aussi là-dessus. Oui, complètement, parce que le corps entend nos pensées. Notre corps, nos pensées vont avoir un impact sur notre corps physique aussi. Fait que si on est toujours en jugement envers soi-même, si on se culpabilise pour n'importe quoi, si on est super exigeant envers soi, ben on va être toujours dans un état sympathique, on va être toujours dans un état de stress. Puis tout vient des pensées. C'est pour ça que la méditation est super pertinente pour pouvoir observer ses pensées sans jugement aussi, puis être en mesure de voir, OK, sur quoi j'ai envie de mettre mon attention, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir en lien avec mes pensées, avec ce qui se passe dans ma tête pour pouvoir avoir un effet positif dans mes ressentis, dans mes émotions aussi, puis dans mes comportements au final. Parce que si mes pensées sont très culpabilisantes, ben, je risque de ne pas être fière de moi, je risque d'avoir des émotions de frustration qui arrivent. Si je suis frustrée, ben, je risque d'avoir envie d'avoir des petits pompiers ou des mécanismes de défense pour pouvoir faire en sorte que je puisse éviter de ressentir tout ça parce qu'on catégorise beaucoup les émotions comme étant bonnes ou mauvaises, mais souvent ce que je dis, c'est pas l'émotion qui est bonne ou mauvaise, c'est la balance émotionnelle. Qu'est-ce que je fais, mes émotions? Comment et c'est quoi le résultat de tout ça? Si je vis de la frustration, ben OK, je vis de la frustration, mais est-ce que je peux changer quelque chose dans ma vie pour éviter que ça revienne de manière répétitive? Ou est-ce qu'à tous les matins, je chiale parce que ma job, je n'aime pas, mais à tous les jours, je vais à la même place, puis je répète les mêmes patterns, puis la même routine, puis je change pas, tu sais, je reste dans tout ça. C'est sûr que la frustration va être là tout le temps versus si je prends conscience
si je vais plus loin un petit peu en arrière de cette émotion-là, puis du pourquoi elle est là, ben là, ça me permet de prendre une autre direction, puis de me réaligner aussi. Fait que c'est sûr que nos pensées, notre discours intérieur va avoir vraiment un impact sur nos ressentis, sur nos comportements, puis tout part de là. La vie part des pensées. On est conçu parce qu'on a eu un papa puis une maman qui s'est dit ah, peut-être qu'on pourrait avoir un enfant. De là, on a eu la création de notre être à soi. Là, tu sais, tout vient de Les là. croyances aussi, je pense, c'est d'observer, d'aller voir c'est quoi les croyances qu'on porte à l'intérieur. Mais est-ce que Ouais, par rapport à l'alimentation aussi, ou qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qui nous a été inculqué? mhm, Des fois, complètement. Les croyances limitantes vont nous amener clairement à avoir une relation saine ou moins saine avec l'alimentation parce que si on s'est fait dire depuis toujours que ben, juste par exemple les produits céréaliers, il ne faut pas en manger parce que ça va faire prendre du poids par exemple. Si on a cette croyance-là, mais à chaque fois qu'on va manger un produit céréalier, on va être dans un état psychologique de stress parce qu'on va avoir peur que ça nous fasse prendre du poids. Donc, ça risque de nous faire prendre du poids. Parce que psychologiquement, on a dit que ça, c'était pas correct, c'était un danger, fait que le corps va se protéger. Versus si on se dit, hey, les produits céréaliers sont là pour me nourrir. Les produits céréaliers contiennent des glucides qui vont nourrir mon cerveau, qui vont me permettre d'avoir du focus, de l'énergie mentale, puis c'est bon pour moi. Ben là, à ce moment-là, quand je les mange, d'un, je les savoure, de deux, je suis en gratitude, je suis en mesure de pouvoir les prendre dans un état psychologique qui est optimale pour pouvoir avoir une belle digestion. Donc, à ce moment-là, si je change ma croyance puis que je me dis que les produits céréaliers sont bons pour moi, bien là, je suis en train de nourrir mon corps vraiment, puis je suis en train de le nourrir de la bonne façon. Fait que c'est clair que les croyances ben en fait, les croyances, ça a beaucoup de liens avec la relation avec les aliments aussi. Là. Dans le cadre de mon travail en tant que tel, ça fait partie de la base des accompagnements pour qu'on puisse voir, OK, ça vient d'où? Puis souvent, ça vient de, il y a beaucoup de croyances qui viennent, oui, de notre famille, mais de la société. Là, il y a plein de régimes déguisés dans ce temps-ci là, qui pop, là, mais qui, dans quelques années, on va être en mesure de comprendre que c'est pour la plupart des gens que c'est vraiment des régimes, même si on le sait déjà, c'est juste qu'il y a comme vraiment une transition qui n'est pas évidente parce que ça joue dans le subtil, puis il y a vraiment un besoin, il y a un désir de vouloir se sentir bien dans son corps, dans sa peau, puis des fois on est vulnérable, fait qu'il y a des discours qui vont venir nous atteindre plus facilement dans l'inconscient, puis qui va jouer un petit peu dans dans notre mental. Puis toi, tu parlais du pompier tantôt aussi là, par rapport aux mécanismes de défense, puis tout ça. Puis moi, j'aime beaucoup dans mon enseignement parler de deux voix qui est dans notre tête, là, soit la voix douce et bienveillante que j'appelle Serena, puis la voix qui est un petit peu plus contrôlante, qui est plus liée à l'ego aussi, qui va être un peu plus c'est ça, dans le contrôle, puis dans, dans- qui, qui, qui est un peu plus sournoise, là, qu'on appelle Cruella. mhm. Quand on vieillit, on a un choix à tous les jours de nourrir Cruella ou Serena, tu sais, qui j'ai envie de nourrir, si j'ai envie d'avoir un discours qui est doux, bienveillant envers moi, puis que je me dis, par exemple, en me levant le matin, puis en me regardant dans le miroir, OK, je suis pas satisfaite à 100% de mon corps, mais je l'honore, je suis en gratitude d'être en vie, puis j'ai envie de pouvoir prendre soin de lui aujourd'hui, versus le même corps que je me regarde le matin puis je me dis oh boy t'es bien laide, sors pas de chez vous puis ça n'a pas d'allure, mange pas aujourd'hui, t'as en masse de réserve. Ben là on s'entend que je nourris vraiment Cruella puis je risque de continuer à prendre du poids aussi à ce moment-là parce que je vais être dans un état de stress en continu versus si je nourris Serena, si je suis remplie de douceur envers moi-même puis c'est pas vrai que toutes les femmes sur la planète sont bien dans leur corps puis dans leur peau à 100%, puis ça j'en suis consciente puis on en est tous conscients, mais on peut avoir un discours avec un petit peu plus d'amour à tous les jours pour éventuellement arriver dans l'amour de soi, éventuellement arriver à dire, OK, merci la vie d'avoir la possibilité d'être en vie, d'avoir ce corps-là pour pouvoir connecter avec les gens, pour faire ce que j'aime. Puis éventuellement, il y a quelque chose qui se crée dans le subtil qui nous amène à être en gratitude avec ce qu'on a et ne plus être dans les obsessions corporelles, soit l'impression de toujours pas être correct. Puis Qu'est-ce qu'on devrait être ou qu'est-ce qui nous manque au lieu d'apprécier qu'est-ce qui est là, mais d'être bienveillant aussi, d'observer nos mots. oui, Mais est-ce qu'on pourrait dire aussi, ben, d'expérimenter par rapport à l'alimentation parce que euh,
moi, c'est ma croyance, mais tu pourras me dire aussi, moi, j'ai la croyance qu'on n'a pas tous les mêmes systèmes, tu sais, de corps qui fonctionnent pareil, nécessairement avec les mêmes aliments. Tu sais, je peux me nourrir d'une telle façon et pour l'autre, ça va se passer différemment aussi à l'intérieur de son corps pour diverses explications ou du fonctionnement ou comment on est fait. Mais tu sais, moi, j'ai déjà essayé à un moment donné un mois végétarien. Complètement, je te donne un exemple. Mais pour moi, au lieu de je disais, ben, peut-être perdre du poids, mais j'ai pris du poids. J'ai gonflé. Puis là, je me disais, my God, tu sais, j'ai fait super attention. Puis en même temps, j'ai dit non. Puis là, mon expérience, ben, pour moi, elle n'a pas été super concluante par rapport à ça parce que, puis au niveau énergétique, tu vois, j'avais besoin, moi, beaucoup de protéines pour être capable de bien fonctionner. Sinon, je me sentais vraiment moins d'énergie pour fonctionner. Puis je connais d'autres qui sont que végés, puis ils ont de l'énergie, puis ça fonctionne bien. Tu vois, avec dans ce sens-là. Oui, puis ce que tu viens de dire, je l'entends tous les jours, là, soit que j'essaye quelque chose, puis je fais attention pour suivre les règles de cette nouvelle façon de manger-là. Mais dès qu'on fait attention, on tombe dans un état de stress. Fait qu'à ce moment-là, peu importe ce qu'on mange, même si ce serait bio, grano, vegan, sans gluten, sans sucre, ça serait pas bien digéré, on amènerait de l'inflammation dans notre corps serait en mode survie, serait en mode je vais garder des choses de côté parce que je suis pas sûre si c'est un bon moment de digérer tout ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est dangereux pour elle, là, tu sais. Fait que quand psychologiquement on fait attention à notre alimentation, mais on se met dans un état de stress versus quand on reconnecte à qu'est-ce que j'ai envie de manger, qu'est-ce qui fait du sens pour moi, pas qui a dit telle affaire à Salut Bonjour, puis qui a dit telle affaire dans tel livre, puis sur les réseaux sociaux, puis Peu importe ce qu'on se nourrit, c'est toujours ce que j'entends, c'est l'état dans lequel on est. oui, C'est c'est sûr. le comment, puis la vitesse à laquelle on se nourrit aussi, parce que c'est sûr que si on est dans un état de relaxation, mais qu'on mange très, très vite, le corps n'est pas fait pour manger rapidement. On a besoin d'au moins un bon 20 minutes pour pouvoir manger notre repas, pour mastiquer, pour bien digérer aussi. Mais c'est ça qui, tu sais, ta question, ben, ton expérience par rapport à manger végé, puis finalement pas bien filer, ben, c'est important de sortir de toutes les recommandations en soi, puis il y a plein d'études au niveau de l'alimentation, puis justement, chaque corps a tellement des besoins qui sont différents, a tellement des besoins différents, puis c'est tellement important de ne pas oublier nos envies, nos goûts, nos préférences, tu sais, de ne pas sortir de ça, dans le sens que si on mange d'une manière qui est complètement à l'encontre de nos préférences alimentaires, puis qu'on se dit, OK, là, je continue là-dedans, puis c'est important que je suive cette façon de manger-là, on va être malheureux toute notre vie, puis c'est pas ça, savourer la vie, là, c'est pas ça, vivre, là. C'est pas ça qui va nous amener de l'énergie, de la vitalité non plus. Fait que c'est de reconnecter avec, OK, quand je mange mes 2 toasts au beurre de pinot le matin avec ma banane, comment je file après? Versus quand je mange mon bol de smoothies avec mes granolas, comment je file après? Puis comment je file pendant? Est-ce que c'est bon? Est-ce Ça que c'est savoureux? Puis peut comment être je me sens après? Est-ce que j'aime mieux, moi, manger des œufs et du bacon avec des toasts le matin? Si c'est ça puis que ça te fait sentir bien, ben super, tu sais, dans le sens que il y a tellement de manières différentes de manger, puis on fait juste de sortir un petit peu de notre petit cocon, là, de sortir du Québec, là. On peut aller, par exemple, en Asie, eux, ils vont manger pour le déjeuner des repas salés. C'est comme un souper pour le déjeuner, puis c'est ça leur culture, c'est ça leur manière de faire. Puis pourquoi nous, tu sais, c'est différent, puis pourquoi... Fait qu'il y a toute une question de climat aussi, de mode de vie qui est différent, une question de dépenses énergétiques. Fait qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas entrer dans un moule de tiens, toi, mange telle affaire, puis ton voisin va manger exactement pareil. Même chum blonde, là, on n'a pas les mêmes besoins. Puis quand on prend conscience qu'on a la possibilité de reconnecter avec nos vraies envies, nos vrais besoins, ben là, on vient vraiment toucher à quelque chose qui est vraiment plus délicieux de un. Puis quand on se permet ça déjà, ben c'est comme si on peut aussi aller plus loin. Soit de se dire, ben OK, tout est accessible, tout est disponible au niveau alimentaire. Puis maintenant, quand j'ai des envies spécifiques,
quand, par exemple, j'ai envie de manger des chips. C'est-tu correct? C'est-tu pas correct? Est-ce que j'en mange? Est-ce que j'en mange pas? Les chips, ça fait partie d'un aliment qui est très régulier au niveau de la consommation quand on a des émotions à vivre parce que c'est sucré, c'est salé, c'est croustillant, il y a comme du gras à travers. Le corps a toute l'espèce de melting pot pour aller sécréter de la sérotonine, de l'endorphine, pour pouvoir apaiser le corps, pour même diminuer les douleurs quand on en a. Fait que c'est vraiment un aliment parfait pour réconforter de manière émotionnelle puis même physique aussi. Je vais jamais dire à personne que c'est bon ou mauvais manger des chips. Je vais juste demander, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai besoin? Parce que si c'est un besoin de réconfort, ça va peut-être combler un petit pourcentage de réconfort, mais ça va souvent amener plus de culpabilité après, puis encore moins de réconfort après coup. Parce qu'au final, si ce que j'ai besoin le soir, c'est d'avoir un amoureux avec qui je peux me coller ou un chat que je peux flatter ou juste une personne avec qui je peux jaser, mais les chips ne vont pas m'apporter ça. Là. Les chips vont m'apporter un petit moment de un petit micro-moment de fou, OK, ça m'apaise, mais après ça, je risque d'embarquer dans une roue. Un cercle Euh, vicieux, là. Un excuse-moi, j'ai cercle pas entendu. un cercle vicieux qui va recommencer, puis ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est là où on a besoin de se re-questionner. Puis si au niveau alimentaire, on n'a pas nécessairement répondu à tous les apports alimentaires physiques du corps, soit qu'on n'a pas bien nourri notre corps, ben le soir, c'est plus difficile de faire des prises de conscience. C'est plus difficile de dire, OK, là, je prends le temps de réfléchir, est-ce que j'en ai besoin ou pas? Parce que là, notre corps est un peu en mode déjà, j'ai trop faim. Fait que si la faim physique est là, plus qu'on ajoute la faim émotionnelle, ça fait vraiment un melting pot parfait pour avoir une perte de contrôle alimentaire qu'on appelle. Puis là, je parle de perte de contrôle alimentaire, mais ça pourrait être une perte de contrôle de réseaux sociaux ou de magasinage en ligne compulsif ou de OK, là, demain, je vais faire quelque chose le soir parce que quand j'arrive tout seul chez nous, je suis pas bien, je file pas bien avec toutes les émotions que je suis en train de vivre. Fait que ou ce pompier-là, là, finalement, si j'en les mots. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi de se dire, mais j'ai besoin de donner de l'énergie à mon corps toute la journée, puis donner de l'énergie, oui, à travers les aliments, mais à travers les pauses, à travers la connexion avec la nature, à travers la respiration, à travers un travail qui me passionne, qui me fait triper, à travers des relations qui sont euh, nourrissantes aussi, qui me font du bien. Fait que c'est un vrai tout, là. Tantôt, tu parlais de constance. C'est tellement le mot principal à garder en tête quand on veut se sentir bien, soit de ramener de la constance à tous les jours par rapport à ce qui nous nourrit, ce qui nourrit Serena, ce qui nourrit notre cœur, ce qui nourrit notre être. Puis de là, on est en mesure de vraiment avoir plus de chance. On se met plus de chance de notre côté, du moins, pour pouvoir activer notre énergie vitale, pour pouvoir vraiment être la meilleure version de soi-même. C'est super intéressant. Si tu aurais des petits conseils, des petits rituels pour à nous conseiller, pour vraiment mieux gérer à ce niveau-là, tu sais, que ça soit, je sais pas moi, d'être à tous les soirs, faire une rétro, de regarder comment on se sent à l'intérieur, de prendre juste le temps de se déposer à chaque jour pour dire, ben, comment je vais, comment que ça se passe. Est-ce que... Oui, ben, déjà, qu'est-ce que tu viens de nommer à tous les soirs de se déposer puis voir ce qu'il y en est. Ce que j'aime beaucoup faire le soir, je le fais pas à tous les soirs, mais souvent, là, c'est juste de m'installer dans le lit sans me mettre en méthode méditation ou quoi que ce soit, mais juste me coucher à moitié assis, à moitié debout dans le lit. Pas debout, mais à moitié couché, à moitié assis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être installé de manière parfaite pour pouvoir faire cet exercice-là de ne rien faire. De juste se déposer, être, regarder ce qui nous habite. Puis moi, j'aime observer physiquement ce qui se passe dans mon corps. Là. Tu sais, des fois, ça bouille là, en dedans. Là. Des fois, il y a vraiment beaucoup de mouvements. Puis là, c'est comme si ma tête, elle cherche un petit peu à faire l'espèce de ménage de la journée. Là. L'espèce de OK, c'est passé ça, il y a ça à faire demain. Ouais, OK, je ne vais pas l'oublier. Puis là, il y a tous les petits pop-ups qui arrivent. Puis à un moment donné, c'est comme si les pop-ups sont de moins en moins présents. Puis là, après, je suis capable de me mettre dans un état méditatif pour faire une méditation. Puis, tu sais, je dis faire une méditation. Encore là, on est dans si on veut être dans le moment présent, reprendre contact avec ce qui nous habite, c'est plus d'être en état méditatif, de se déposer dans un espace où c'est plus confortable.
Mais le petit moment de rien faire, moi, est primordial pour entrer dans un exercice plus introspectif, puis plus... puis des fois, c'est la danse qui va m'aider à faire ça aussi, juste de relâcher un peu, ou le shaking qui peut être vraiment intéressant aussi. Ça, Le là, shaking, c'est super intéressant, comme tu dis, le shaking, excuse-moi, parce que les animaux, ils font ouais. ça aussi quand ils sont stressés. C'est un signe d'apaisement qu'ils vont faire. Fait que, tu sais, on a beaucoup à apprendre en même temps d'eux, mais dans leur mimique, ils ont plein de façons de pouvoir s'apaiser. Ouais, puis on est des animaux à la base, là. Ça fait partie d'une façon de réguler notre système nerveux, de juste shaker son corps. Puis encore là, ça coûte rien, c'est vraiment simple, c'est accessible. On peut, si on veut, on pourrait prendre une petite trampoline, mais on peut juste faire des petits rebonds avec les genoux qui sont un petit peu plus mous, là, pour que le corps shake, puis qu'on relâche. C'est vraiment libérateur, ça amène vraiment, vraiment beaucoup de légèreté. Ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est le soir avant de faire dodo, des gratitudes pour la journée qui vient d'être vécue. Fait que le fait de se mettre dans un état de gratitude avant de dormir, ça permet vraiment de déposer, d'aller germer des petites gratitudes qui vont fleurir durant la nuit, puis qui vont nous permettre le lendemain matin de se réveiller avec un sourire, puis de faire comme «Oh wow, je suis en vie! J'ai la possibilité d'avoir cette journée-là, puis je peux me choisir, je peux choisir qui va être dans ma vie, comment je vais interagir avec les gens, qu'est-ce que j'ai envie de savourer dans cette belle journée-là. Et la gratitude fait partie des petits rituels, je pense, pour mieux gérer toute forme de compulsion, de mécanismes de compulsion, que ce soit pour éviter d'utiliser des mécanismes de défense en tant que tels. C'est sûr que la respiration fait partie des petits rituels que j'aime beaucoup. La cohérence cardiaque en soi est, selon moi, une façon très, très facile, accessible de pouvoir réguler notre système nerveux, de venir vraiment nourrir notre système nerveux. Fait que la cohérence cardiaque, je ne sais pas si tu en as parlé dans ta J'en cohorte, là. prends dans la formation, puis même juste prendre conscience de la respiration. Là, on n'est pas obligé de traîner notre téléphone puis mettre la petite bulle qui monte. Non, c'est ça. Juste Ben de le oui, ramener à sa respiration, c'est déjà beaucoup en soi, là. oui, on va vraiment activer le nerf vague aussi là, quand on vient expirer d'une manière un petit peu plus longue que l'inspiration. Puis là, à ce moment-là, on est en mesure de ressentir le calme le plus rapidement aussi. Puis la cohérence cardiaque, c'est un outil parmi tant d'autres. Il y a tellement de sortes de techniques de respiration, il y a tellement de manières, mais on peut aussi juste se ramener à j'essaie de, avant chaque repas, ça peut être vraiment une belle façon, avant chaque repas, de dire je prends minimalement 3 respirations profondes et conscientes. Fait que là, je me dépose dans mon corps. Puis plus qu'on le fait avec constance, moins on en a besoin de longueur. Tu sais, dans le sens qu'au début, ça se peut que ça prenne 10 minutes avant de pouvoir rentrer dans un état parasympathique. Mais peut-être qu'éventuellement, ça va me prendre 3 respirations, puis je vais être capable de décaler mon corps, mon système nerveux va pouvoir se mettre de manière plus automatique dans un état parasympathique parce qu'il va avoir pris l'habitude, il va avoir vraiment une mémoire cellulaire qui va être là, qui va faire en sorte que OK, ça goûte bon, j'ai envie de continuer, j'ai envie de continuer d'intégrer ces petites routines-là, ces petits rituels-là pour continuer de prendre soin de moi. Puis en naturopathie, là, il y a plein de choses qu'on peut prendre pour pouvoir nourrir le système nerveux puis réguler les émotions, comme les huiles essentielles, les teintures mères, les tisanes, euh, les suppléments aussi. Il y a des nutriments dans les aliments qui vont aider à réguler le système nerveux, dont la vitamine B, le magnésium. Puis c'est dans les tisanes teintures mères, la camomille qu'on connaît, qui est dans la plupart des gardes-manger, la mélisse, le basilic sacré. Puis la teinture mère comparée à la tisane va être juste plus concentrée que la tisane, puis est facile quand même à utiliser. Là. C'est le composé actif de la plante médicinale est vraiment ressorti, est extrait dans l'alcool. Fait qu'on va déposer les petites gouttes dans de l'eau chaude pour que l'alcool s'évapore, puis qu'on aille chercher le composé actif. Puis sinon, dans les huiles essentielles, l'orange douce qui sent super, super bon, qu'on peut mettre dans un diffuseur ou dans un petit rouleau, ça peut aider. Mais ça reste des éléments qui coûtent quelque chose, à moins que tu aies ton jardin puis que tu ailles chercher ta petite mélisse le matin puis que tu fasses ton infusion. Mais sinon, ça reste des outils qui coûtent quelque chose, mais je pense que c'est important de commencer par intégrer des choses qui coûtent rien pour qu'on garde la motivation puis qu'on reste, qu'on reprenne contact finalement avec le fait que on a tellement de choses accessibles dans notre quotidien pour pouvoir réguler notre système nerveux, que ce soit la respiration, la connexion avec la nature, marcher dehors pieds nus pour reconnecter avec l'énergie de la terre, pour pouvoir vraiment se réénergiser.
Puis les petits outils plus optionnels, plus bonus, ben là, ça peut être dans des moments où on vit beaucoup, beaucoup de stress, puis qu'on a besoin d'avoir un petit coup de main pour se supporter parce qu'on sent que, par exemple, dans un deuil, je vais leur recommander d'aller chercher des éléments qui, oui, coûtent quelque chose, mais qui peuvent vraiment supporter notre système nerveux, ou dans un moment où il y a beaucoup, beaucoup de travail, puis que c'est difficile de pouvoir déléguer, puis que c'est pour un petit laps de temps. Pour un petit laps de temps, le corps, il va avoir avantage à être soutenu, à être supporté par des éléments qui viennent de la nature, par exemple, comme je viens de nommer les teintures mères, les huiles essentielles, les suppléments, puis tout ça. Mais ça reste que c'est si on les utilise pour être soutenu sur du long terme, pour quelque chose que notre corps n'a pas toute l'énergie pour le faire, ben on va quand même s'épuiser, on va quand même drainer toutes les belles hormones qui sont là pour être utilisé plus à titre de court terme. Fait que si on utilise nos glandes surrénales, par exemple, qui sont là pour pouvoir nous donner de l'énergie, mais si on les prend trop pour acquis, puis qu'on les surutilise, à un moment donné, ils deviennent tellement fatigués qu'on devient épuisé complètement, puis on a besoin d'arrêter tout ce qu'on fait pour pouvoir se régénérer. Puis je parle par connaissance de cause, dans le sens que Ça j'ai pour eu. patcher quelque chose. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Faut pas prendre ça pour patcher quelque chose puis pas Oh, rien changer, tu sais, c'est pas un plaster qu'on va mettre. non, Faut c'est commencer ça. à mettre de la conscience. Complètement, que ce soit des suppléments ou des médicaments, c'est la même chose au final. C'est juste que les suppléments vont avoir toute l'énergie de la plante complète qui va être là pour... puis il n'y aura pas les toxines qu'on va avoir dans les additifs, dans les médicaments, par exemple, mais ça reste que si on l'utilise juste pour patcher, comme tu dis, ça ne sera pas bénéfique à long terme, là. C'est ça. Mm. Ah, super. Quel message que tu aurais à nous transmettre pour toutes celles qui cherchent à retrouver une relation saine, mais consciente aussi avec leur corps, avec leur alimentation? Ben, c'est sûr que la première chose, ce serait de se ramener dans la présence, se ramener vraiment dans le corps physique, parce que souvent, quand on a une relation moins saine avec la nourriture, on est beaucoup dans notre tête, beaucoup dans les obsessions. Fait que si on peut se ramener dans le corps physique, extérioriser aussi, que ce soit en parlant, en écrivant, euh, en utilisant l'art pour laisser sortir ce qu'on est en train de vivre aussi, ou juste l'écriture intuitive aussi pour être un beau médium pour pouvoir se sortir un petit peu de tout ça, pour se permettre de mieux ressentir, de plus prendre contact avec les messages, le pourquoi aussi, tu sais, le pourquoi ma relation est moins saine avec la nourriture, qu'est-ce qui est caché en arrière de ça. Je pense que ça serait pas mal la présence qui serait le grand mot d'ordre pour essayer de prendre contact avec soi puis avec une meilleure relation avec la nourriture parce que si on reste dans une alimentation qui est plus automatique, qui est plus émotionnelle, euh, ben c'est sûr que c'est plus difficile à long terme versus quand on rentre dans une alimentation qui est plus intuitive, plus bienveillante, plus respectueuse aussi envers ça, mais là, c'est là que la transformation va vraiment commencer à apparaître, puis que la relation avec la nourriture va devenir vraiment plus saine. Puis pendant des années, là, j'avais même pas conscience que ça pouvait être possible. Que ça pouvait être possible d'avoir une belle relation avec la nourriture, de se lever le matin, puis de pas penser à qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais porter, puis qu'est-ce que les autres vont penser de mon corps ou de ce que je mange. Puis c'est vraiment possible de pouvoir se sortir de ça, puis de vivre avec beaucoup plus de légèreté mentale puis physique aussi, hein. Oui, puis tu sais, comme tu dis, de descendre, tu sais, cette présence-là, quand on descend, ben, ça nous amène à être moins dans la réaction, tu sais, ou dans l'impulsion de que si on serait dans le mental, fait qu'on arrive à être capable de se déposer, puis de voir un petit peu plus clair, ou de même être dans notre intuition, surtout de recevoir les messages, puis d'écouter notre corps, parce que sinon, on n'arrive pas, puis on est souvent plus dans la réaction, les choses comme spontanées, mais qui, des fois, qui ne fait pas nécessairement sens, là. Ouais. Ben, dès qu'on est dans le contrôle, on a des risques de perdre le contrôle. C'est vraiment, ouais, je pense que c'est ça aussi qui est à retenir. C'est ça que si on veut sortir de ça, on a besoin de ramener beaucoup de douceur mentale pour y arriver, puis beaucoup
de sortir du jugement, de rester dans la curiosité, rester dans l'expérience, puis de voir comment je file à chaque fois que je fais des petits changements, puis de se réajuster tranquillement. Mmh. Mmh. C'est super intéressant. Merci énormément pour tout ton temps. Pour terminer, j'aimerais ça que tu nous parles, de qu'est-ce qui s'en vient pour toi prochainement, puis de où est-ce qu'on peut te trouver pour, Oui, formation, pour autres et puis, je vais pouvoir mettre les liens par la suite là en dessous là. vous pouvez me trouver dans le fond du chemin du lac à Saint-Antonin. C'est pas vrai. Ma maison est là, mais services j'ai beaucoup de services en ligne, en virtuel. J'ai un programme en ligne qui s'appelle Serena, qui est vraiment bâti pour, nous aider à apaiser les compulsions alimentaires avec 4 phases. On commence par vraiment se déposer, s'ancrer. Ensuite, il y a plus, une harmonie de la vie qui est créée, de la conscience qui est ramenée dans la 3e phase, puis à la fin, on travaille beaucoup la vitalité. Puis j'ai une cohorte qui part aussi là, 1 fois ou 2 par année. Là, elle vient de terminer. Et que la prochaine, je ne sais pas si ça va être à l'automne ou à l'hiver prochain, à suivre. Puis sinon, j'ai des cercles à la maison de femmes pour pouvoir s'exprimer, libérer nos émotions, des choses qu'on a pu vivre. Là, il n'y en a pas eu dans les 2 derniers mois, mais il devrait en avoir bientôt. Puis j'ai une retraite qui est en fin de semaine prochaine qui s'en vient du 9 au 11 mai à Ripon. Il reste encore quelques places qui est vraiment pour apaiser les compulsions alimentaires avec Guylaine Guivremont. Guylaine Guivremont, j'ai de la misère à dire son nom de famille. Puis j'en ai une autre aussi au monastère des Augustines le 19 mai, qui est une retraite qui est vraiment pour toute femme, compulsion ou pas alimentaire, là, que j'ai appelé laisser briller votre beauté intérieure et naturelle. C'est une retraite d'une journée pour vraiment prendre soin à travers le yoga très, très, très doux, très simple, pas de tête en bas, avec de la méditation, un petit peu d'art à travers ça aussi, de création. Puis on va parler des éléments de la nature qu'on peut utiliser comme soins corporels, même des aliments, des éléments alimentaires qu'on pourrait prendre pour prendre soin de la peau, des cheveux, puis tout ça. Fait que ça va être vraiment génial par rapport à ça. Il y a aussi une retraite dans mon coin qui est au Camp Vive la Joie avec Jessica Ouellette. Tu étais là l'année passée aussi, Manon, pour un. T'es-tu là cette année aussi? Non, je suis pas là Non? cette année. OK. Je suis là juste pour faire la danse extatique, fait que je suis pas dans toute l'organisation de cette retraite-là. Puis ça va être une retraite quand même intime là, au Camp Vive la Joie à Saint-Modeste. Puis sinon, il y a d'autres petites choses qui pop, là, mais ça va être sur mes réseaux sociaux, sur Mélissa Fortin naturopathe ou sur Mélissa Fortin, mon compte perso aussi. Il y a le couple créatif avec mon amoureux qu'on crée des beaux projets. L'année passée, on a fait une belle série qui s'appelle Sagesse et Montagne, qui est disponible sur YouTube, où on a rencontré des gens à travers les plus belles randonnées de l'Est du Québec. On est parti de Charlevoix jusqu'à Forillon, puis on a descendu jusqu'aux îles de la Madeleine. On a fait comme toute la Gaspésie. C'était vraiment un bel été l'année passée qui nous a ramenés à l'essentiel, qui nous a ramenés au pouvoir de la nature, puis à l'importance de connecter avec ces beaux coins de pays-là qu'on a, qui sont accessibles, qui coûtent rien ou presque, dans le sens que c'est le gaz pour se rendre, puis c'est tout, là. Des fois, il y a des petits frais pour rentrer dans les parcs, mais tu sais, c'est tellement accessible, puis tellement important pour pouvoir, encore une fois, reconnecter à son essence, reconnecter à sa nature, parce qu'on est des êtres, on est des êtres de nature, mais qui s'enferment dans des maisons, puis qui se demandent pourquoi on a plein de mots qui sortent, versus quand on est complètement reconnecté avec la nature, c'est vraiment plus facile de pouvoir se sentir bien, être en santé, autant physique que psychologique aussi. Fait que c'est un peu ça qui se passe. Mes cours de yoga sont arrêtés pour l'été, puis je recommence à l'automne. Euh, je vais faire des petits cours de yoga dans les 15 jours avec les enfants durant l'été pour être dehors, mais sinon, pour les adultes, c'est à l'automne que ça se passe. Puis j'ai des consultations en naturopathie, là, vraiment pour les gens qui ont plus des besoins en lien avec les compulsions alimentaires ou gestion du stress, système digestif aussi. Je prends pas d'autres besoins ou spécialités. Là. J'essaie de me spécialiser vraiment dans cette zone-là. Mais j'ai envie de dire, s'il y a des gens qui ont des besoins particuliers, de venir quand même vers moi pour voir si je suis la bonne personne pour eux. J'offre des appels découvertes pour parler des différents services puis de mon approche et tout ça.
Mmh. Ah, super! Ben, merci infiniment pour ta belle présence puis tous tes beaux partages. Ça m'a fait vraiment plaisir, Manon. Merci à toi de m'avoir accueillie dans ta belle communauté. Merci de faire ce que tu fais. Ça fait tellement de bien partout sur. Je parle à plein de gens de toi. Quand on parle d'animaux, il y a tout le temps Manon Lagacé qui sort quelque part dans la conversation. Je suis sûre que les gens apprécient beaucoup ce que tu leur offres aussi à travers cette belle cohorte-là. Fait que merci de m'avoir accueillie. Merci de m'avoir fait confiance, puis de m'avoir donné cette possibilité-là de pouvoir jaser un peu plus de ce qui me passionne vraiment parce que j'ai vraiment à cœur que les. Je parle beaucoup des femmes, mais il y a quand même. J'offre aussi le service pour les hommes, là, mais le fait de reprendre le pouvoir sur ses émotions, reprendre le pouvoir sur ses ressentis, puis reconnecter avec la femme, avec son essence, ça nous permet tellement d'avoir plus confiance, de pouvoir faire des projets qui sont plus alignés avec nous, de pouvoir savourer la vie une fois pour toutes, puis se sortir de toutes ces restrictions d'activités même qu'on se fait quand on n'est pas bien dans sa peau, puis dans sa tête aussi. Fait que si je peux inspirer des femmes à aller vers l'avant, puis à essayer du moins un chemin qui est différent, mais ça va me faire vraiment plaisir parce que ça n'a vraiment pas toujours été le cas pour moi d'être capable de parler devant des gens, de m'exprimer, de prendre parole. Puis suite à toute cette transformation-là, ce travail-là interne-là qui s'est créé, ben, c'est plus facile pour moi. Puis j'ai vraiment envie d'inspirer les femmes à pouvoir faire de même. C'est très bien. C'est tellement inspirant pour avoir participé à quelques quelques petits trucs, la danse, le yoga, les cercles, Mm. c'est vraiment génial ce que vous faites, ce que vous apportez. Fait qu'on en veut encore plus. Fait que, c'est ce que je trouve beau, c'est que, tu sais, on parle d'énergie, on parle de conscience, et ça l'englobe tellement grand. C'est ce que les animaux nous enseignent aussi par les communications, par les autres choses que je vois, ou par les soins énergétiques qu'on va offrir. Avec quoi j'arrive, dans quel espace, parce qu'eux, ils le sentent, ça se dégage, il y a vraiment autre chose qui se passe. Fait qu'ils sont vraiment connectés. Hein? Fait que c'est ça qu'ils viennent nous enseigner aussi, hein? La présence. La présence, ça revient dans tout. C'est une grande chose, c'est un grand élément que on travaille tous là-dessus pour revenir dans cette conscience-là, puis que ça soit plus fluide et agréable dans notre vie, mettre plus de joie. Ben Ah, merci! merci à toi. Au plaisir, Manon.